Dans le cadre de la thématique pérenne Écrire l'histoire du festival L'Histoire à venir, dont la 7e édition cette année 2024 avait lieu du mercredi 22 mai au dimanche 26 mai, autour de la thématique Au nom de la loi, la librairie toulousaine Ombre Blanche accueillait Bruno Dumézil, historien à l'université de la Sorbonne, spécialiste du Haut Moyen-Âge et dont les travaux portent aussi sur l'histoire des migrations, des réseaux sociaux et des régimes gouvernementaux, lors d'une rencontre intitulée « Le premier Moyen-Âge était-il vraiment un âge sombre ?» Dans cet échange, animé par Claire Jude de la Rivière, historienne médiéviste à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, il était question de revenir sur les vicissitudes de dynasties et de peuples, mérovingiens, carolingiens, mais aussi vikings, qui ont façonné l'histoire de ces siècles qui n'avaient en réalité rien de sombre. Bonne écoute. Je me présente, j'ai oublié de le faire, Claire Jude de la Rivière, je suis une des co-organisatrices de ce festival, membre du comité éditorial. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Bruno Dumézil aujourd'hui, qui est un éminent spécialiste de ce haut Moyen-Âge, ou premier Moyen-Âge dont nous allons parler. Vous êtes professeur à l'université Paris-Sorbonne et vous êtes effectivement spécialiste de cette période que vous avez étudiée depuis de nombreuses années à travers de nombreux ouvrages, mais aussi évidemment articles scientifiques qui ont permis de jeter une lumière nouvelle sur une période que nous allons découvrir ensemble, qui est en même temps connue et mal connue. Elle est connue parce qu'elle est nourrie de nombreux mythes qui ont justement alimenté notre propre apprentissage de l'histoire, et mal connue parce que effectivement, depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus, de nombreuses recherches renouvellent la façon dont on comprend cette période, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je voudrais rappeler que vous avez une œuvre foisonnante et composite, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans votre travail. Composite dans le sens où vous avez publié des ouvrages remarquables pour la profession, importants, savants, qui font référence. Votre travail sur les racines chrétiennes de l'Europe en 2005, paru chez Fayard, ou cet ouvrage que vous retrouverez à l'entrée, Le baptême de Clovis, en 2019, qui est un ouvrage fondamental, justement, qui cherche à comprendre un événement politique majeur dans notre histoire nationale, et de justement décortiquer ce qu'il y a derrière ce grand récit du baptême de Clovis. Mais vous avez aussi publié des ouvrages pour des publics plus larges, pour notamment le dernier ouvrage sur les Vikings, au Cerf, dans une collection qui s'adresse à tous les publics. Et puis, vous avez aussi su rendre l'histoire amusante, et je ne saurais trop vous conseiller de lire Les Temps barbares, publié en 2018, l'épisode dans bande dessinée que Bruno Dumézil a édité avec Hugues Micol, l'illustrateur, dans le cadre de la collection L'histoire dessinée de la France à la découverte. C'est vraiment un ouvrage remarquable, très amusant, où vous allez apprendre des tas de choses sur les invasions barbares, avec des guillemets, mais de façon très divertissante. Donc c'est pour ça que je parle donc d'une œuvre composite. Et il se trouve que cette année qui vient de se passer, vous avez publié plusieurs ouvrages qui sont ceux dont on va parler aujourd'hui. Donc en septembre de l'année dernière, chez Passé Composé, l'Empire mérovingien, où justement vous proposez, comme c'est écrit en quatrième de couverture, de dépasser les images d'Épinal sur cette première partie du Moyen-Âge, 5e, 8e siècle. Une biographie de Charlemagne également. Perds mes notes, une biographie de Charlemagne qui est parue au PUF au début de l'année. Et puis je voulais aussi citer l'introduction que vous avez faite à un ouvrage publié par Anacarsis, donc un des organisateurs du festival, une introduction sur ce texte, sur le siège de Paris par les Vikings, par Abon. Et donc ce que vous avez fait dans ces différents ouvrages, c'est justement, vous nous permettez de découvrir cette période, et c'est donc de cela qu'on va parler maintenant. Je voudrais juste rappeler, avant de vous donner la parole, que vous allez intervenir à nouveau 2 fois pendant le festival. Donc ce soir à 20h au Théâtre Garonne, Histoire de loi, dans une rencontre coordonnée par Corinne Bonnet, où nous allons justement passer d'une loi à une autre dans le temps très long de l'histoire. Et puis demain à midi, Au nom de la loi salique, les écritures du roman national,
Une rencontre animée par Joël Alazard de l'Association des professeurs d'histoire et géographie, qui permettra justement de revenir sur un des points cruciaux dans le cadre de ce festival consacré à la loi, cette question de la loi salique et justement, encore une fois, de la façon dont elle nourrit un roman national. Voilà pour la présentation. Donc, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et je pense que peut-être la première question la plus simple et peut-être la plus difficile, mais pourquoi parle-t-on de premier Moyen-Âge aujourd'hui, plutôt que de Haut-Moyen-Âge, que c'est seulement joué sur les mots. Et qu'est-ce que ce Moyen-Âge a de spécifique? Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots cette période donc, qui s'étend en général, qu'on date du 5e au 10e? Quelle est sa spécificité, sa cohérence, et comment vous-même vous l'envisagez d'un point de vue général? Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus aussi nombreux pour cette période on ne peut plus obscure qu'est le Haut-Moyen-Âge. Alors je dois définir ce que c'est. Alors évidemment, tout va dépendre, vous connaissez les historiens, et on leur pose une question et ils répondent par une autre question. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme source? Alors ce terme de premier Moyen-Âge qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, c'est un terme d'archéologue en fait. Puisque le premier Moyen-Âge, ça correspond à peu près à ce qu'on appelle les terres noires quand vous faites une fouille urbaine. C'est-à-dire que quand vous creusez sous Toulouse, vous arrivez au niveau romain, alors c'est beau, il y a des pierres sculptées, magnifiques. Puis ensuite, un peu au-dessus, vous avez l'époque romane, où vous allez avoir des chapiteaux, vous allez avoir du grand appareil. Et puis entre les deux, vous avez 30 à 50 centimètres de ce qu'on appelle pudiquement des terres noires, c'est-à-dire de bousses de vache, essentiellement. Et donc, voilà mon domaine de prédilection, c'est ces 50 centimètres de sédiments. Alors, pendant longtemps, on a dit, regardez, c'est noir, donc c'est des couches d'incendie, ils n'ont pas arrêté de s'entretuer, et donc forcément, c'est pour ça que ça a brûlé. Et donc, on a parlé de temps barbare, de siècles obscurs. Alors, une autre possibilité, c'est de se dire que si pendant 5 à 6 siècles, entre le 5e et le 10e, 11e siècle, vous avez tant d'accumulation de bousses de vaches, c'est qu'il y en a eu des vaches. Et donc, que les siècles sont peut-être pas si obscurs que ça, qu'il y a eu de la production, que ça allait même plutôt bien, mais que ça ne nous a pas laissé des textes, mais ça nous a laissé une accumulation de terre. Donc, ce terme de premier Moyen-Âge, il est pratique sur le plan archéologique parce qu'il décrit une situation. C'est plus l'Antiquité, mais c'est plus l'Antiquité en fait depuis le 3e, 4e siècle. Et donc là, sur le plan archéologique, on pourrait dire que ce premier Moyen-Âge commence très tôt. Et puis ça se termine au moment du grand essor démographique qui date 10e, 11e, 12e siècle, ça dépend des régions. Alors la réponse d'un historien, c'est de dire que c'est aussi une période où on a une documentation qui est un peu paradoxale. Alors généralement, on dit, ça y est, il n'y a plus de texte, c'est la fin de l'Antiquité, les grands auteurs sont morts. Bon, en même temps, il n'y a jamais eu de grand auteur en Gaule pendant l'Antiquité. Cherchez des gens qui ont écrit des textes dans nos espaces. Très peu, hein. La vallée du Rhône, un petit peu. Pour le reste, très peu de textes. Alors qu'à partir du 4e et surtout du 5e siècle, vous commencez à voir de grands écrivains, Saint-Hilaire, Sulpice Sévère, puis après des Grégoire de Tours, du moins des gens dont les œuvres sont conservées. Donc ce premier Moyen-Âge, c'est le moment où il y a une explosion de la production de textes dans nos régions. Alors peut-être pas des grands textes littéraires, c'est pas Tacite, c'est pas Cicéron, c'est pas Suétone, mais où on a énormément de gens qu'on va appeler des pères de l'Église dans un premier temps, puis des évêques, des saints et des saintes du Haut-Moyen-Âge qui vont produire des textes, ou des gens sur qui on va produire des textes. Donc c'est le moment où l'Église prend le contrôle de la culture. Donc c'est un moment aussi où on va avoir une documentation relativement importante, mais une documentation qui est parfois un peu décevante, parce que autant on connaît très bien les évêques, les abbesses, autant on ne connaît pas du tout les gens ordinaires. Et jusqu'au XIIe siècle, le domaine de spécialité de ma collègue, c'est-à-dire ces savoirs populaires, ces gens ordinaires, on ne les voit pas. Alors ce premier Moyen-Âge, c'est un peu une époque où on ne peut faire l'histoire que des élites, sur le plan des textes comme sur le plan d'archéologie. C'est-à-dire que là, on voit surtout les grands de ce monde. Et puis à partir du XIIe et surtout du XIIIe siècle, on est dans un autre monde. Alors finalement, c'est quoi ce premier Moyen-Âge? C'est un moment de l'histoire qui a souvent été rassemblé sous le terme de temps barbare, qui n'est pas vraiment mérité, hein, parce qu'il y a des barbares, certes, qui viennent du Nord, mais vous avez beaucoup de gens qui sont restés sur place, hein, les grands sénateurs romains sont restés sur place, les grands foyers de culture tardo-antique sont là. C'est essentiellement un moment de sous-documentation, c'est ça qui fait véritablement l'histoire.
C'est-à-dire qu'on a moins de textes, moins de documents, moins d'apports des connaissances ordinaires que pour l'Antiquité et que pour le Moyen-Âge classique. Donc on est obligé de se livrer, alors si vous êtes optimiste, à un travail d'enquête, donc c'est bien, il faut avoir un petit esprit d'enquêteur pour travailler sur ces siècles-là. Et puis il y a aussi une part importante laissée à l'imagination. Alors l'imagination des historiens contemporains qui sont obligés de boucher les trous, mais aussi l'imagination des historiens du passé. C'est-à-dire que ce haut Moyen-Âge, c'est le miroir de nos illusions. C'est-à-dire que si vous voulez voir des barbares, vous les voyez. Si vous voulez voir une histoire romaine perpétuée et pas d'effondrement de la civilisation, vous pouvez le voir. Si vous voulez voir l'histoire de l'Église triomphante, vous pouvez la voir. Si vous voulez voir l'histoire de la décadence, vous pouvez la voir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous regardez le haut Moyen-Âge, c'est vous-même que vous revoyez. Et donc c'est un moment où les historiens sont obligés d'être très prudents, parce que les sources étant trop faibles, le premier Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle des siècles fondateurs. Évidemment, on voit la fondation de notre civilisation en cherchant ce qu'est notre civilisation. Alors, peut-être juste un mot sur ça, sur l'historiographie, puis après on reviendra vraiment sur la période, mais dans la bande dessinée que j'évoquais tout à l'heure, dans vos travaux, évidemment, la question, celle que vous venez d'évoquer, qui écrit et quand on écrit, est fondamentale. Et donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment cette période du Haut Moyen-Âge a été envisagée par les historiens français et allemands depuis le 19e siècle? En quelques mots, on ne va pas faire un cours d'historiographie, mais comment vous pensez que ça a déterminé justement notre vision un peu caricaturale du Haut Moyen-Âge et comment aujourd'hui on peut s'en éloigner? Alors c'est intéressant parce qu'en France, ça s'appelle les grandes invasions. En Allemagne, ça s'appelle l'époque des grandes migrations. Vous voyez tout de suite qu'il y a deux données différentes. Alors du côté allemand, c'est l'idée qu'il y a un peuple uni, le peuple germain, qui aurait envoyé des rameaux de population pour transformer l'Europe et que ça serait un facteur de dynamisme. C'est comme ça qu'on a pensé l'histoire en Allemagne à partir des années 1815-1820. Bon, il faut penser que l'épisode napoléonien est vraiment très très dur en Allemagne. Un empire du Sud qui détruit les royaumes allemands. Et donc, lorsque les États allemands se reconstruisent au XIXe siècle, on se dit il y a eu des ancêtres, les Germains, qui formaient un peuple unifié. Il faut retrouver une nation unifiée. Et donc, pendant tout le XIXe siècle, on va chercher ce ferment germanique du Moyen-Âge avec l'idée que c'est les Germains qui, en triomphant de cet empire cosmopolite qui était Rome, ont réussi à créer les nations du Moyen-Âge, c'est-à-dire la société occidentale. En France, c'est différent. En France, on n'est jamais d'accord. C'est ça qui est toujours important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une historiographie française. Que vous soyez de droite ou de gauche, monarchiste ou républicain, clérical ou anticlérical, vous avez des points de vue très différents sur la période. Et donc, il y a eu plusieurs histoires qui ont été faites des temps barbares. On a globalement considéré que c'était quand même une période épouvantable parce que les Allemands avaient gagné, tout simplement. L'idée, c'est que ces peuples germaniques, les Alamans, qu'on a orthographiés allemands, de façon à bien faire comprendre que c'était les mêmes, auraient triomphé de la puissance romaine. Or, bon, évidemment, l'Empire, on aime ou on n'aime pas en France, mais enfin, quand même, l'Empire, c'est chez nous, quoi. Napoléon Ier, Napoléon III. Et donc, si l'Empire romain s'effondre, c'est un peu nous qui nous effondrons. Et donc, on a réfléchi sur ces temps barbares en essayant de réfléchir aux menaces qui pèsent sur la nation française. Et donc, on a dit, c'est affreux parce que les Francs sont les ancêtres de la noblesse, ou c'est affreux parce que les Francs se sont convertis au catholicisme, et ça a donné du pouvoir à l'Église, ou on a dit, c'est affreux parce que la seigneurie est née, et donc la féodalité, c'est né pendant ce haut Moyen-Âge. Donc, généralement, le regard sur les temps barbares est très sombre en France, et au contraire, très positif du côté allemand. Alors, il y a une troisième tradition que je ne peux pas manquer de signaler, c'est l'histoire belge. Bon, vous savez que la Belgique, c'est un État extrêmement récent. C'est né en 1830. Or, il faut absolument avoir des ancêtres quand on a un État-nation au XIXe siècle. Et donc la Belgique s'est rêvée des ancêtres au Moyen-Âge en disant que les Francs, ils étaient un peu de langue germanique comme des Flamands, mais ils étaient quand même un peu acclimatés au monde méditerranéen comme des Wallons, qu'ils étaient un peu païens, un peu catholiques, et puis qu'ils étaient sur la frontière. Et donc, c'était des Belges, en fait. Et donc là, vous avez une façon de penser le Haut Moyen-Âge comme les origines premières de la Belgique. Et encore aujourd'hui, l'histoire belge est extrêmement dynamique pour le Haut Moyen-Âge. Alors, vous dites les barbares, les temps barbares, les invasions barbares. Les Francs étaient des barbares.
Est-ce que cette terminologie qui vient justement de l'Empire romain est correcte? Est-ce qu'en tant qu'historien, on peut et on doit continuer à l'utiliser? Et comment on peut penser cette articulation entre justement les barbares et les Mérovingiens, puis les Carolingiens, qui vont être les dynasties régnantes dans cette Europe occidentale? Alors merci. Oui, le terme de barbare, il est très difficile à utiliser. Un éditeur m'avait commandé un dictionnaire des barbares. Dans un premier temps, j'avais été très rétif. Je lui ai dit, on va faire un dictionnaire sur quelque chose qui est impossible à définir, ça va être pratique, hein, vraiment. Alors, barbare, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une altérité de langue, à la base. Barbare, c'est les gens qui parlent pas comme vous, dans langue grecque. Et puis, à l'époque romaine, c'est une altérité juridique, c'est ceux qui ne sont pas soumis au droit romain. Au Moyen-Âge, c'est une altérité religieuse. Le barbare, c'est celui qui est païen et qui est appelé à devenir un jour chrétien. Et puis le barbare, c'est aussi celui qui commet des barbaries. Donc vous avez la question de la violence. Tous ces termes ont tendance à se percuter, c'est-à-dire que la différence de sang, de langue, de comportement et de religion, tout ça forme le barbare, mais de temps en temps, on va insister plus sur un terme que sur un autre. Vous avez la question géographique aussi. Les barbares, normalement, ils sont ailleurs. Alors c'est pratique, on construit des murs, on construit des frontières, on fait des cartes. Au 8e siècle, vous avez à Albi, pas très loin d'ici, la première carte du monde qui est rédigée par les Mérovingiens, qui font une carte en mettant au nord de chez eux Barbaricum, c'est-à-dire chez les barbares. Pour bien expliquer qu'à Albi, on n'est pas barbare, faut pas exagérer. Donc le barbare, c'est l'autre, et en même temps, c'est un terme qui est pratique parce qu'il est utilisé par nos sources. À Rome, puis au Moyen-Âge, on parle de barbare pour décrire l'autre, un autre qui généralement est inacceptable, ou un autre qui a des comportements différents. Alors évidemment, pratiquement personne ne s'est défini comme barbare. Les Francs ne se pensaient pas comme des barbares. Les Visigoths, qui ont fait leur capitale à Toulouse, ne se pensaient certainement pas comme des barbares. En 506, ils font un magnifique code de loi en latin, et ils expliquent que les barbares, c'est les autres. Il n'y a qu'un seul peuple qui s'est auto-défini comme barbare, ce sont les Burgondes, installés à Lyon, qui ont un empire, ou un royaume selon votre point de vue, qui est brillantissime, mais les Burgondes disent qu'ils sont des barbares, parce que les barbares ne sont pas soumis à l'impôt foncier. Et donc, pour des raisons fiscales, il peut être intéressant de se définir comme barbare. Mais oui, ce terme, il est pratique, parce qu'il est utilisé. Il faut quand même penser qu'à partir du 7e siècle, on n'a plus beaucoup de barbares en Occident. Et le terme va disparaître, parce que le barbare, ça devient le païen. Et donc les barbares vont être de plus en plus loin, notamment du côté du monde slave. À partir du 7e siècle, le barbare de référence, c'est le slave. Parce que le barbare, on peut le réduire en esclavage aussi, ce qui n'est pas possible pour un civilisé. Et si vous pensez à la langue française, à partir du 7e et surtout du 8e, 9e siècle, le mot latin qui désigne l'esclave, servus, n'est plus utilisé. C'est le mot slavus qui est utilisé. Le slave, ça devient l'esclave. Et encore en français, le terme esclave vient du mot slave. Donc là encore, la barbarie a tendance à être repoussée. Et donc ça pose la question de la définition encore de mon haut Moyen-Âge. Au VIe siècle, on est encore ici dans des espaces où on peut parler de barbares. 7e siècle, c'est déjà le monde slave. Et puis plus on avance dans le temps, plus ça va aller vers la Scandinavie. Et donc, au XIe siècle, le Haut Moyen-Âge, il se trouve plutôt dans le nord. On n'est plus vraiment dans le Haut Moyen-Âge ici. Mais par contre, au XIIIe siècle, vous avez des légats pontificaux qui vont en Islande et qui font des rapports horrifiés sur la situation en disant « mais c'est encore des barbares, il y en a encore en Europe, ils sont là-bas ». Et donc, c'est bien pour moi parce que je peux donner des mémoires de master sur le VIe siècle sur Toulouse, mais jusqu'au XIIIe siècle pour l'Islande, parce qu'on est encore dans le Haut Moyen-Âge, et il y a des arguments archéologiques aussi, disant que du côté de l'Islande, on va attendre très longtemps avant de rentrer dans la civilisation médiévale classique. Et donc justement, cette entrée dans le Haut Moyen-Âge, ici en Occident, vous parliez de Toulouse, vous parliez d'Albi, mais aussi dans le nord de la Gaule, c'est la conversion des rois qui va marquer cette entrée dans le Haut Moyen-Âge, c'est l'arrivée de nouveaux codes de loi, justement. Qu'est-ce qui, selon vous, marque et nous permet de dire que, pour nous historiens, on ferme l'Antiquité et on ouvre le Moyen-Âge ? Alors là, c'est un vieux débat chez les historiens. Quand est-ce que s'arrête l'Antiquité? Selon ce que vous prenez comme marqueur, vous commencez très tôt, la fin de l'Antiquité. Beaucoup d'historiens actuels considèrent que le IIIe siècle, c'est la vraie rupture. La société occidentale ne ressemble plus du tout au IVe siècle à ce qu'elle était au IIe siècle.
Tout a changé, la société est beaucoup plus violente, les villes ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient au IIe siècle. Entre le IIe et le IVe siècle, vous avez une transformation complète des villes. Il y a des murailles partout, la superficie urbaine est très réduite, vous avez des comportements nouveaux, vous commencez à avoir des sépultures à l'intérieur des villes. Alors vous pouvez considérer aussi que les grandes ruptures, c'est des ruptures économiques. À partir de quel moment va-t-on utiliser les monnaies qui sont pour nous des monnaies médiévales ? Alors là, ça dépendra de votre point de vue. Si vous aimez les jeux de rôle, vous échangez des pièces d'or dans les jeux de rôle, et donc vous dites, c'est le IIIe siècle, quand Constantin fait la monnaie d'or, le sou d'or, le solidus, et là on est dans le Moyen-Âge. Puis si on réfléchit sur la longue durée, le Moyen-Âge c'est plutôt le Moyen-Âge d'argent. On utilise très peu de pièces d'or au Moyen-Âge, et le Moyen-Âge d'argent, il est inventé au 7e siècle, par les Mérovingiens, rapidement copié par les Frisons, c'est-à-dire dans les gens des Bouches du Rhin, puis par les Anglo-Saxons. Et donc le Moyen-Âge commencerait sur le plan économique vers 770. On peut se dire que c'est la conversion, et c'est important. Mais dans ces cas-là, le Haut Moyen-Âge commence quelque part vers 400 pour les Visigoths, vers 500 pour les Francs mérovingiens, vers 600 pour les Anglo-Saxons, et puis pour les Prusses ou les Polanes, il faudra attendre le 10e ou le 11e siècle pour que l'Europe centrale commence véritablement à entrer dans quelque chose qui soit le Moyen-Âge classique. Donc c'est un peu compliqué comme périodisation. On peut se dire quand même qu'il y a des ruptures qui sont satisfaisantes. D'abord sur le plan universitaire. On a quand même défini au XIXe siècle que 476, c'était le début du Moyen-Âge. C'est-à-dire que si vous travaillez sur une période qui soit à cheval entre le 5e et le 6e siècle, vous aurez beaucoup de mal à avoir un poste à l'université. Parce que vous n'êtes ni vraiment un antiquisant, ni vraiment un médiéviste. Donc il faut choisir. Non, mais sans faire de césure majeure, il faut avouer que le 5e siècle est aussi une période importante. Il se passe des choses au 5e siècle dans nos régions. C'est-à-dire que on a eu une tendance au XVIIIe siècle à expliquer que les césures, elles étaient générales. Il se trouve qu'il y a des césures qui fonctionnent dans certaines régions, qui ne fonctionnent pas dans d'autres. Et puis tout ça est une histoire très européenne. Le Haut Moyen-Âge, ça fonctionne bien en Occident comme concept. Si vous allez en Orient, à Byzance, ça n'a pas de sens. L'Antiquité est perpétuée. Ils n'ont pas eu l'impression que l'Empire romain disparaissait. De fait, l'Empire romain n'a pas disparu. Si vous allez en Méditerranée méridionale, c'est l'irruption de l'islam qui est une césure importante. Et puis si vous allez en Asie centrale, ça n'a plus du tout de sens. Et donc il faut se dire que le Haut Moyen-Âge, c'est un concept qui fonctionne par auréole. Ça fonctionne bien à certains endroits, un peu moins bien ailleurs, et puis ça perd complètement son sens si on essaie de le rendre universel. Et donc vous avez étudié principalement l'installation de ces barbares francs qui s'installent en Gaule et qui progressivement, effectivement, installent une dynastie, la dynastie des Mérovingiens. Et donc ça, c'est l'objet de votre ouvrage paru l'année dernière, que vous avez intitulé l'Empire mérovingien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots qui sont ces Mérovingiens et pourquoi ce choix d'appeler leur espace politique un empire ? Alors, les Mérovingiens, c'est la famille de Clovis. C'est la première dynastie française. Alors, quand on apprend l'histoire de France, généralement, depuis la Troisième République, on consacre 2 à 3 semaines à l'école primaire aux Mérovingiens. C'est très rapide, quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, ça commence vers 450 avec des rois dont on ne sait même pas le nom. C'est bien, ça n'embarrasse pas trop les mémoires. Puis on sait qu'il y a Clovis vers 500. Puis après, un certain Dagobert qui aurait eu un problème vestimentaire vers les années 620. Et puis on raconte qu'ils ont été déposés en 751 par Pépin le Bref et remplacés par une dynastie plus dynamique, les Carolingiens. Bon, globalement, quand on fait l'histoire à l'école, on vous explique que c'est 3 siècles de décadence. Alors ça fait beaucoup quand même, 3 siècles de décadence, en expliquant que ça n'a jamais marché, le monde mérovingien. Alors que l'Empire carolingien, c'est fantastique, c'est merveilleux, sauf que ça dure 30 ans. Et ça, c'est le point de départ de ma réflexion. C'est-à-dire que les Mérovingiens ont peut-être des défauts. Alors, généralement, on vous explique, ils montent sur le trône et ils meurent, à chaque roi. D'ailleurs, c'est des gens qui ont fait que mourir pendant 3 siècles. Mais quand même, ils ont tenu 3 siècles et ils forment une dynastie relativement solide en tenant un territoire qui est quand même à peu près 2 fois la France. Alors que l'Empire carolingien, ça dure entre 800 et 830. En 830, ça implose et ça disparaît complètement en 888.
Donc ma réflexion, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on a magnifié ce monde de Charlemagne en disant c'est un empire structuré et efficace, et pourquoi on a méprisé le monde mérovingien en disant ce sont des royaumes complètement désordonnés qui dysfonctionnent en permanence. Alors, bon, le petit jeu, ça a été de remplacer le terme de royaume mérovingien au pluriel par le terme d'empire. Alors, il faut savoir qu'il est utilisé. Quelques auteurs du VIe siècle disent que les descendants de Clovis tiennent un empire. Alors, ces auteurs ne sont pas très nombreux. Et comme les Mérovingiens ont fini par perdre le pouvoir, vous savez que l'histoire est toujours faite par les vainqueurs, les Carolingiens ont dit c'est pas vrai, il n'y a jamais eu d'empire, c'est nous qui avons fondé l'empire. Alors bon, j'ai essayé de voir si ce concept était opératoire. Alors c'est un problème, hein, c'est de savoir comment on contrôle un territoire de très grande taille sur une très longue durée. L'originalité des Mérovingiens, c'est de ne pas faire d'idéologie, c'est-à-dire de ne pas dire il y a un empire, il y a des frontières, il faut tout tenir, tout est franc. Non, les Mérovingiens disent il y a une zone centrale où on est vraiment chez nous, en gros entre le Rhin et la Loire. Il y a un espace périphérique qui produit des impôts et qu'on tient absolument à garder, l'Aquitaine, la Provence, la vallée du Rhin au sens large du terme. Et puis il y a des zones périphériques, on les tient ou on les tient pas. Il n'y a pas d'administration, mais c'est un peu chez nous. C'est l'Alémanie, la Thuringe, le Pays Basque, la vallée du Pô, la région de Prague, le Kent. C'est quand même très grand, hein. C'est plus ou moins bien tenu. Et donc, il n'y a pas de texte programmatique pour dire ici c'est chez nous, ici c'est chez les autres. On est dans un système où le centre est bien tenu, la périphérie est globalement administrée, et puis les frontières, elles sont ce qu'elles peuvent. Et c'est désordonné, c'est chaotique, ça suscite des guerres civiles. Tout le monde n'arrête pas de débattre pour savoir si on appartient au royaume, si on n'appartient pas au royaume. Mais ça veut dire que tous les acteurs participent. Alors que dans le monde carolingien, le monde de Charlemagne, c'est très autoritaire, très vertical, bien pensé, bien administré. C'est pas pour rien que ça a donné naissance au mythe que le monde de Charlemagne, c'est la base du système européen actuel. Vous avez des commissaires au centre, mais ça marche pas. Il se trouve que ça marche pas et ça n'a jamais marché. Alors, voyez, on peut aussi penser ce Haut Moyen-Âge comme une période d'expérimentation politique. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont tentés, des systèmes administratifs. Les Mérovingiens, c'est une grande dynastie d'administrateurs au centre. Ils font énormément de textes administratifs. Alors malheureusement pour nous, sur du papyrus, pas sur du parchemin. Alors, une administration papyrusière, ça ne laisse pas beaucoup de traces. La paperasse, ça se conserve mieux. Papyrus, c'est très fragile. C'est un monde où on essayait d'expérimenter des systèmes religieux. Tous les évêques du monde franc, alors ça, sous les Mérovingiens comme sous les Carolingiens, sont nommés par le pouvoir central. C'est le roi qui choisit l'évêque à Toulouse, à Bordeaux. Donc ça permet de contrôler le territoire. C'est aussi un moment où on expérimente des choses sur le plan économique. On lance des nouvelles monnaies, on essaie de voir si on peut taxer telle chose ou pas taxer telle chose. C'est un moment où on va aussi subir des épidémies, des guerres, et donc on fait des premiers essais. On a un texte extraordinaire qui nous dit que quand la région de Cahors subit une épidémie très très forte, le roi mérovingien qui réside à Metz envoie un ordre de confinement. Donc le premier confinement de l'histoire de France, il date des années 650. Donc c'est des gens qui ont des idées, je ne dis pas qu'elles marchent, mais qui vont créer, alors on peut l'appeler l'empire, on peut l'appeler le royaume, mais quelque chose qui n'est pas le chaos. C'est ça qui est intéressant. Souvent, ces temps barbares, c'est considéré comme un moment de chaos. Non, il y a eu des systèmes qui ne sont pas des systèmes étatiques, qui ne sont pas des systèmes médiévaux non plus. Ce n'est pas encore le Moyen-Âge classique. Il n'y a pas le château, les taxes bien organisées, les droits. On est dans une période d'expérimentation. On n'est pas non plus dans une période où on a de l'unité ethnique. Les gens peuvent se dire tantôt francs, tantôt gallo-romains, peuvent changer d'identité, ils peuvent changer de nom. Des gens qui se faisaient appeler plutôt lupus dans l'Antiquité se font appeler Wolf ou Wulf. On change de nom. Et ça marche. C'est ça qui est intéressant quand même. C'est de se dire qu'on peut tenir des territoires d'assez grande taille pendant 3 siècles, sans guerre permanente, simplement en essayant d'expérimenter, mais en acceptant des désordres de temps en temps.
Vous avez utilisé ce terme d'expérimentation qui, je pense, est fondamental quand on étudie le Moyen-Âge, que ce soit ce premier Moyen-Âge que vous étudiez, celui que moi j'étudie, la toute fin du Moyen-Âge. Mais ce qui est vraiment fascinant dans cette période, et c'est pour ça que c'est aussi très agréable de l'enseigner, c'est qu'il y a effectivement des tas d'expérimentations politiques, sociales, et beaucoup de notre système politique, sans créer des généalogies ou des continuités trop fortes, s'inspire aussi d'expérimentation médiévale. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, vous avez évoqué un peu cette question des papyrus, quel type de sources nous permettent d'accéder à cette culture politique qu'avaient les Mérovingiens puis les Carolingiens, et comment on fait en tant que, puisque j'imagine que c'est des sources qu'on connaît depuis longtemps, comment on fait pour renouveler notre approche de ces sources ? C'est pas gentil de poser des questions méchantes. Oui, il n'y a pas beaucoup de sources, effectivement, pour le Haut Moyen-Âge, et elles sont connues, et c'est ça le drame. Alors, les sources, qu'est-ce qu'on a ? Si on prend l'espace qui est le nôtre, l'espace qu'on appellera la France à partir du XIe siècle, on a très peu de sources narratives classiques, c'est-à-dire des histoires générales. Si on prend les temps mérovingiens, on a à peu près 3 historiens. Ça fait très peu. Sur 3 siècles d'histoire mérovingienne. Donc l'histoire narrative, elle est difficile à faire avant l'époque de Charlemagne, où là on a une explosion des sources narratives, où les monastères d'hommes et de femmes se mettent à faire des chroniques, des annales, des récits. Donc ça, c'est un peu difficile, et c'est des points de vue généralement très orientés. Ce sont des textes d'évêques moralistes qui vont nous dire le roi est corrompu, le roi est incompétent, etc. Donc ça, c'est un problème, c'est que les sources sont généralement très négatives pour dire que tous les gens qui ont le pouvoir sont des incapables. Ça n'existerait pas aujourd'hui. Mais enfin, bon, le problème, c'est que voilà, on n'a que ça. Hein. Ensuite, les textes qu'on aimerait avoir, ce sont des textes sur l'administration ordinaire. Et ça, on en a peu parce qu'ils étaient tous écrits sur du papyrus jusqu'en 650. On a une douzaine de papyrus qui nous sont parvenus dès début du 7e siècle, parce que les moines de Saint-Denis ont eu la gentille idée de prendre 2 morceaux de papyrus, de les coller texte contre texte, de façon à fabriquer des faux à partir du Xe siècle. Donc vous prenez un texte, vous prenez un autre texte, vous les collez texte contre texte, ça vous fait un morceau de papyrus vierge, en apparence, sur lequel vous pouvez écrire « Dagobert nous a donné 25 villages ». Alors, comme ça fait 2 morceaux collés l'un contre l'autre, c'est beaucoup plus solide, et en fait, ce sont ces faux qui nous ont permis de conserver les vrais qui étaient à l'intérieur. On a quelques textes qui ont été recopiés, pas beaucoup, et là, ça fait finalement très peu de choses sur l'administration. Puis une explosion à partir des années 670, où enfin on passe sur du parchemin. Le parchemin, c'est robuste. C'est aussi pour ça que les temps de Charlemagne sont considérés comme une période extrêmement administrative, extrêmement organisée. Ben oui, parce qu'on a gardé les documents. Avant, on ne les a pas gardés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les formulaires. Alors, les formulaires, c'est un peu austère, c'est des actes en blanc, c'est-à-dire ceux qui servaient à faire les actes administratifs. Alors évidemment, on n'a pas les vrais actes, mais on a les ordres de mission des fonctionnaires mérovingiens. Moi, j'aime beaucoup ça. Comme je fais, comme tous mes collègues, des ordres de mission à longueur d'année. J'ai oublié d'en faire un pour venir aujourd'hui, c'est pas bien. Mais donc ici, quand un fonctionnaire mérovingien part en déplacement, il doit déclarer tous ses frais, et vous avez la liste. Et donc, quand il mange des pistaches, ça doit être noté, parce qu'il mange des pistaches localement. Et donc, les pistaches lui sont fournis par l'administrateur local qui doit les défalquer de ses propres frais. Et donc là, ça vous permet de réfléchir aussi sur des administrations publiques qui sont relativement efficaces, comme on en reverra fonctionner à partir du XIIIe ou XIVe siècle. Et puis, malheureusement, ces formulaires ne sont pas très nombreux. Qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste essentiellement de la documentation ecclésiastique. Et donc, on a des centaines de vies de saintes et de saints. Alors, les Mérovingiens ont produit beaucoup de saints évêques. Alors, les évêques, c'est qui ? C'est généralement le haut fonctionnaire qui atteint un grand âge, 35, 40 ans, hein, donc sur le point de mourir. Et on le nomme évêque dans un petit coin du territoire, de façon à lui faire une pension de retraite agréable. Et comme il a eu des bonnes compétences en tant qu'administrateur au centre, généralement c'est un bon administrateur en tant qu'évêque, et donc il a de bonnes chances de mourir en réputation de sainteté. Et donc, on a beaucoup de vies de saints évêques qui nous sont conservés pour les temps mérovingiens. Alors, c'est tout sauf des mystiques. Hein. C'est des gens qui ont l'habitude de calculer, de penser fiscalement exactement comment ça fonctionne. Alors, c'est intéressant parce que ça nous donne un reflet indirect par rapport à ce que ma collègue pourrait avoir pour son Moyen-Âge flamboyant, qui est bien mieux documenté, mais quand même un reflet des mentalités médiévales.
c'est une mentalité comptable. C'est-à-dire que vous réfléchissez exactement ce que vous devez au roi et ce que vous devez à Dieu. Quand vous n'arrivez pas à payer vos impôts, vous allez voir l'évêque qui va voir le roi et qui obtient une réduction d'impôts. Quand vous êtes malade, vous allez voir l'évêque qui va voir Dieu et qui vous obtient une réduction de maladie. Et c'est comme ça qu'apparaît la logique des intercesseurs en Occident. C'est-à-dire que vous avez besoin de gens pour accéder au haut de la société. Et les évêques, les moines, les saintes femmes vont jouer ce rôle, mais un rôle qui est extraordinairement comptable. Et mes vites saints mérovingiens n'arrêtent pas de chiffrer les choses de façon à vérifier exactement que le prix d'un cheval, c'est tant, et donc si quelqu'un a donné son cheval à Dieu, ça rapporte tant, et donc ça correspond à tant d'années qui peuvent être obtenues au paradis. Et on va également réfléchir exactement aux peines de prison, aux durées, au calendrier. Et donc, le Haut Moyen-Âge, c'est le début de cette pensée comptable qu'on va avoir en Occident et qui va durer, d'une certaine façon, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, où vraiment on essaie de tout chiffrer, y compris sur le plan spirituel. Et ça me permet d'arriver à la dernière source, qui est la plus fascinante pour le Haut Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle les pénitentiels. Les pénitentiels, c'est la liste de tous les péchés possibles et la peine qui est affectée à chacun de ces péchés sur un plan comptable. C'est-à-dire, on dit exactement, si vous avez volé quelque chose, vous pouvez faire 25 récitations de psautier que vous pouvez convertir en 3 deniers, ou éventuellement, vous pouvez prendre 3 coups de fouet qui vont correspondre exactement à la même somme. Donc, on fait des maths en permanence, et donc c'est aussi une façon de penser le début du Moyen-Âge, où on commence à avoir une pensée mathématique pour tout. Et pensez par exemple que le premier traité de probabilité de l'histoire a été produit à Cambrai, au Moyen-Âge, parce que l'évêque de Cambrai se rendait compte que ses clercs n'arrêtaient pas de jouer aux dés, et il leur a proposé un jeu comptable en lançant des dés, et à chaque fois que vous obteniez un résultat, si vous faites 1, 1, 1, vous tombez sur la foi, et vous devez incarner la foi pendant 1 heure. Or, l'évêque de Cambrai s'est rendu compte qu'il tombait plus souvent sur 3, 3, 3 que sur 1, 1, 1. Et donc se pose des questions très mathématiques en faisant un tableau de probabilité et en se rendant compte que son jeu est intéressant mais a des biais importants parce que ça ne permet pas d'incarner assez souvent les vertus cardinales qui se trouvaient à 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Donc le Haut Moyen-Âge, ce n'est pas seulement une période où on s'entretue, c'est aussi une période où on s'entretue. Il ne s'agit pas du tout de réduire la violence de cette société, mais c'est aussi une période où on pense le monde de façon à se préparer à l'au-delà. Et ça va être aussi un des rares points communs finalement entre ce premier et deuxième Moyen-Âge, c'est que tout le monde est en train de se préparer à une comptabilité de l'au-delà. Et donc ce que l'on fait sur la Terre et ce que l'on fait au ciel sont vraiment très reliés. La géopolitique de la Terre et la géopolitique du ciel également sont très reliées. Penser l'autre comme étant le barbare, c'est un peu comme penser l'autre comme étant le diable. Et donc on commence aussi à voir des cartes où l'enfer, le paradis sont un peu sur la Terre. C'est un moment aussi où on a les premiers récits de voyage. Alors pas très nombreux, mais on en a quelques-uns. Or, les récits de voyage des temps mérovingiens et carolingiens, c'est un voyage sur la Terre et dans l'au-delà. On a un magnifique récit de voyage qui est composé sans doute vers le 8e siècle, d'une navigation dans l'Atlantique, avec des points de repère dans l'Atlantique. Mais en même temps, vous avez des îles où vous pouvez rencontrer Judas Iscariote. Donc Judas Iscariote se trouve sur une petite île de l'Atlantique tous les dimanches. Parce que le dimanche, l'enfer est fermé et Judas, un jour, a bouché un nid de poule dans une route. Donc il a droit à un caillou pour le dimanche se reposer en plein milieu de l'Atlantique des peines qu'il subit en enfer. Donc c'est ce Haut Moyen-Âge qui est un peu étrange pour nous, mais qui en même temps est un point de liaison entre l'Antiquité et le Moyen-Âge à travers toute une série de documents. Et on voit à travers ces différentes sources justement quelle lecture vous pouvez adopter pour essayer justement de faire émerger cette culture politique très particulière, cette culture plus généralement de ces mondes du Haut Moyen-Âge. Dans vos ouvrages, on voit vous explorer avec précision cette construction d'un monde politique qui n'est pas le même, vous l'avez dit, chez les Mérovingiens et les Carolingiens, la façon d'organiser le monde. Est-ce que vous pouvez dire un mot justement de la violence et de la guerre ? Vous avez dit que ce n'était pas que ça, mais effectivement c'est présent. Quelle place a la violence et la guerre dans ces mondes du Haut Moyen-Âge ? Alors, comme dans toutes les sociétés anciennes, la guerre fait partie du calendrier. Il faut bien se dire que c'est le job d'été normal pour quelqu'un entre 16 et 25 ans. C'est vraiment ce que les jeunes vont faire.
Et ce sera aussi un des points de rupture entre mon premier au Moyen-Âge et le Moyen-Âge classique, où la guerre est une activité de professionnels. Pas que, mais quand même une activité qui est réservée plutôt à une élite nobiliaire. Pendant les 5 premiers siècles, dans les 4 premiers siècles, entre le 5e et le 9e siècle de notre ère, les gens partent à la guerre normalement tous les étés. Alors, pas forcément loin, pas forcément pour des grandes opérations, mais vous avez cette idée que le pillage fait partie des revenus. Alors, pour nous, c'est un peu traumatisant de se dire que tout le monde y va. Oui, alors ça dépend des années, en fait, quand on regarde. Charlemagne, sur ses presque 50 ans de règne, va partir à la guerre tous les ans, sauf 3 ans. Donc, 47 ans de guerre. Quasiment en permanence, en Saxe, en Espagne, en Italie. Vous avez des rois mérovingiens qui font par contre 4 ou 5 campagnes dans un règne d'une douzaine d'années. Mais ça fait partie de la mentalité de se dire que soit on y part, soit on pourrait y partir. Alors en matière d'archéologie, c'est intéressant parce que ça permet de bien identifier des gens qui pour nous n'ont pas de nom, pas d'identité, mais qui ont une fonction. Ce sont les gens qui se font enterrer avec des armes. Alors pendant très longtemps, on a dit la société est épouvantablement violente. Regardez, jusqu'au 8e siècle, tout le monde se fait enterrer avec son arme. En fait, elle n'est pas violente au jour le jour, c'est-à-dire que vous n'allez pas tirer votre épée pour tuer votre voisin. Mais si vous vous faites enterrer avec une épée, ça veut dire que vous êtes un homme libre, et un homme libre peut partir à la guerre. Et donc ici, c'est une façon de déterminer qui est important et qui n'est pas important dans cette société. Alors quand vous regardez les épées, notamment les épées du 6e siècle, en fait, elles ne sont jamais utilisées. C'est des épées de parade, ce qui veut dire que vous faites enterrer avec votre costume du dimanche. Pour ceux d'entre vous qui ont fait leur service militaire, c'est comme si vous faites enterrer avec votre costume d'aspirant parce qu'un jour vous avez été aspirant pour votre service militaire. C'est bien, mais ça ne veut pas dire que vous avez fait la guerre tout le temps. Mais enfin, c'est une façon de penser les individus. Alors ça devient d'autant plus intéressant que parfois, rarement, mais parfois, ce sont des femmes qui se font enterrer avec des armes. Alors vous avez peut-être entendu parler, en Suède, on a identifié récemment une tombe de femme qui a été enterrée avec un gigantesque ensemble d'armes. Le squelette de cette dame est extrêmement frêle, elle ne porte aucune trace de blessure et tout invite à penser qu'elle n'a jamais utilisé ses armes. Simplement, comme elle était en position de chef de famille, elle a été enterrée avec des armes parce que la fonction du chef de famille, c'est de pouvoir partir à la guerre. Donc ici, vous avez des sociétés qui se construisent aussi par rapport à la guerre. Ce n'est pas le plus important peut-être pour l'identité. Vous avez d'autres choses qui jouent. Vous avez la question du genre, vous avez la question de la richesse. Ça a autant de rôles dans les tombes. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas assez souvent, c'est qu'on est aussi dans des sociétés où on joue énormément. Donc on fait la guerre, mais jouer a à peu près autant de fonctions. Parce que celui qui a les beaux jeux de société, celui qui est capable d'animer la vie sociale en proposant des parties à ses compagnons, c'est lui le chef de famille. Et donc dans les tombes des temps mérovingiens, il y a à peu près une place similaire qui est consacrée aux jeux de société, aux instruments de musique et aux armes. Mais évidemment, au XIXe siècle, on a mis en scène les armes et dans les grands musées qui ont été constitués au XIXe siècle, on voulait voir les armes. Les armes, c'est l'esprit d'une nation, c'est ça qui permet véritablement de voir l'identité ethnique. Les jeux de société et les instruments de musique ont été mis de côté. Or, depuis une quinzaine d'années, on recommence à travailler sur ces jeux de société et vous pouvez vous dire que le Haut Moyen-Âge, c'est autant une société de guerriers que de gamers. C'est des gens qui jouent en permanence. Et on a quand même un concile qui a été réuni en 587 pour savoir si une reine qui se retire dans un monastère peut emporter ses jeux de société dans le monastère. Donc, on est aussi dans des sociétés qui ont des activités de loisirs, parce que ces activités de loisirs, ça permet de construire la société. Et si on parle de jeux de société, c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous êtes capable de participer à un jeu et de ne pas casser la tête de votre adversaire s'il a gagné, vous faites société. Et c'est très important pour ces mondes-là. Il ne s'agit pas de dire que la fin du monde romain, c'est merveilleux. Non, l'ordre romain s'est effondré, il faut reconstruire quelque chose. Alors on le fait avec du politique, on le fait avec du religieux, on le fait avec du social, on le fait avec du ludique. Et vous voyez que dans cette société du premier Moyen-Âge, on essaie de reconstruire quelque chose, on reconstruit un groupe,
Et ce groupe, c'est aussi les gens qui sont capables de faire quelque chose ensemble sans s'entretuer. Et au temps mérovingien, vous avez toute une série d'activités qui permettent de construire soit le groupe par la guerre, soit le groupe par la paix. Et quand deux familles ont eu ce qu'on appelle une feud, c'est-à-dire une vengeance entre elles, bon, vous connaissez ça avec les Roméo et Juliette, hein, deux familles dans la même ville ou le même village qui s'entretuent, le but à la fin de la vengeance, c'est de rassembler tout le monde et de les faire manger ensemble dans le même lit. Parce qu'on mange encore couché au VIe siècle. Et qu'à la fin, quand tout le monde est ivre-mort, on fait une partie de jeu de société. Et si quelqu'un ne décapite pas son voisin à la fin de la partie de jeu de société, on appelle ça la paix dans le monde mérovingien. Donc on est aussi dans une société qui se construit par la guerre, hein, il ne s'agit pas du tout de le nier, mais qui se construit aussi par des processus de construction de la paix. Alors vous l'avez dit, c'est d'abord et avant tout une période qu'on connaît par le biais de ces élites, par les aristocrates, et ce que vous décrivez là, et j'imagine surtout, ce sont des éléments qui s'appliquent à l'aristocratie. On sait quand même quelque chose sur les autres, sur le reste de la société, sur les paysans. Que fait la majorité de la société ? Elle travaille dans les champs ? Alors la majorité de la société fait des trous, essentiellement. Sur le plan archéologique, le premier Moyen-Âge, c'est l'ère des trous de poteaux. Alors, si vous avez déjà fait des fouilles, il n'y a rien de plus sinistre que le trou de poteau, hein, c'est-à-dire que quand vous faites la fouille, vous n'avez rien, et puis à un endroit, vous avez une absence de rien, c'est-à-dire c'est le trou de poteau, donc une terre légèrement plus sombre que vous voyez qui dessine l'endroit où il y avait quelque chose qui était planté verticalement. Donc à partir des trous de poteau, vous pouvez, en reliant les trous de poteau, reconstruire les habitats, et donc voir où vivaient les gens. Jusqu'aux années 70, et je dirais même jusque vers 2000 et la création de l'INRAP, il faut savoir que l'archéologie en France, l'archéologie médiévale avait un énorme retard par rapport au reste de l'Europe. Ça n'intéressait pas du tout le Moyen-Âge, à part les châteaux. Et donc on avait fait quelques fouilles de villages mérovingiens et carolingiens. On avait dit, regardez, ils vivent dans des huttes, c'est ignoble, ils vivent à moitié enterrés dans le sol. Et moi, quand je faisais mes premiers cours, j'expliquais, oui, ils vivent dans des cabanes excavées de toutes petites dimensions, un peu comme des bêtes. Alors, depuis 20 ans, on a quand même progressé. On s'est rendu compte que ce qu'on avait trouvé, c'était les annexes des maisons. Donc, c'était pas du tout les maisons. Les maisons, elles ressemblent beaucoup à des maisons normandes. C'est effectivement en bois et en terre, mais c'est de très grande taille. Vous avez même des petits palais ruraux qui existent. Et les gens ont une vie qui ressemble en fait beaucoup à celle du Moyen-Âge postérieur. Sur le plan archéologique, les vraies ruptures, elles se font entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il n'y a pas une transformation énorme de la société rurale. Alors, il y a des inflexions. Il y a une inflexion importante vers le Xe siècle, où vous avez des regroupements d'habitats. Vous avez une nouvelle inflexion qui va se faire entre le XIe et le XIIe siècle, avec une agriculture un peu plus performante. Mais il ne faut pas imaginer une révolution dans les campagnes. La vie des campagnes, elle est extrêmement stable en Occident, depuis la fin de l'Antiquité jusqu'au milieu de l'époque moderne. Et donc, on ne meurt pas de faim dans les campagnes du Haut Moyen-Âge. Pendant longtemps, on a dit qu'ils étaient à la limite du seuil de subsistance. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres problèmes. Il y a d'énormes problèmes d'obésité dans la société mérovingienne. La population a baissé considérablement à la fin de l'Antiquité. Seuls les meilleurs terroirs sont exploités, donc ils sont très productifs. On mange beaucoup de viande, on mange beaucoup de laitage. Alors c'est très bien pour les enfants sont en bien meilleure santé que dans l'Antiquité. C'est pas extraordinaire si vous arrivez à franchir les 35-40 ans, vous avez des problèmes de bedaine qui s'observent dans les nécropoles. Alors c'est là qu'on se dit que oui, il peut y avoir des chocs épidémiques. Il va y en avoir au moment de l'arrivée de la peste, la première peste, la peste de Justinien au VIe siècle, ça peut être très dur. Vous avez des chocs de production, on a des famines, plutôt à l'époque de Charlemagne qu'au temps mérovingien. C'est un contre-intuitif, mais c'est plutôt l'Empire carolingien qui connaît les grandes famines. Vous pouvez avoir des épizooties, donc là c'est très dur, les troupeaux qui sont touchés, et souvent on mentionne plus les maladies des animaux que les maladies des hommes pendant le premier Moyen-Âge. Mais sur la longue durée, on a des gens qui vivent plutôt en bonne santé, mais qui sont fragiles. C'est-à-dire que là, vous avez quand même l'idée que quand il arrive une catastrophe, on ne se prémunit pas bien des catastrophes. Mais vous avez des gens qui vont vivre parfois très vieux.
Le paysan de base, c'est difficile à dire. Mais vous avez des gens qu'on connaît bien. Rémy de Reims, l'homme qui a baptisé Clovis, va mourir à 93 ans. Et on a des lettres de ses collègues qu'il appelle l'évêque jubilaire parce qu'il a plus de 50 ans d'épiscopat. Et le traite de vieux sénile. Et il se plaint parce qu'il n'est pas du tout content qu'on le traite de vieux sénile. Mais quand même 93 ans. Le dernier général romain, Liberius, pas très connu, mais c'est le général qui a payé la pension de retraite du dernier empereur romain. Romulus Augustule, après sa déposition, a reçu une retraite. Et donc l'homme qui a payé la pension de retraite du dernier empereur romain est mort à 96 ans. On le connaît, il a traversé tout un siècle. Alors évidemment, quand il a passé les 90 ans, on le traite de dernier des derniers. Et vous avez des sources byzantines qui disent « mais c'est quoi cette espèce de fossile qui est encore en train de diriger des armées ?» Mais vous avez des gens qui vivent très vieux. Mais la moyenne d'âge est faible parce qu'on est fragile quand même aux épidémies. Alors je vous pose une dernière question et puis ensuite on prendra des questions dans la salle. Et du point de vue artistique et de la culture lettrée, on parle souvent de la Renaissance carolingienne. Donc quel est l'héritage, quel est le patrimoine dont nous avons hérité de cette période? Est-ce qu'on peut encore voir des monuments du Haut Moyen-Âge et lesquels? Alors on ne peut pas voir grand-chose. Mais en même temps, c'est bon signe. Parce que vous savez que quand on peut voir du patrimoine de l'Antiquité ou du Moyen-Âge quelque part, c'est généralement que c'est un échec urbain. Prenez les Bastides du Sud-Ouest. Magnifiques les Bastides du Sud-Ouest, c'est merveilleux pour faire du tourisme, les murailles sont en place. Et vous voyez que la ville n'a généralement pas dépassé les murailles du XIIIe ou du début du XIVe siècle. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Les villes du Haut Moyen-Âge, on a construit des cathédrales, on a construit des basiliques, on a construit des palais, et toutes ces villes se sont maintenues. Donc ça a été trop petit au moment des croissances démographiques au XIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc on a reconstruit. Pensez à Toulouse, il y avait sans doute la plus belle église de tout le Haut Moyen-Âge qui était la Dorade. La Dorade a été reconstruite malheureusement. Vraiment malheureusement, parce que là on aurait quand même pu garder. Mais l'église visigothique était dans son parfait état jusqu'à l'époque moderne, et c'est l'époque moderne qui a tout cassé. Dans beaucoup de villes, la cathédrale du Haut Moyen-Âge, est de très grande taille quand on fait la fouille archéologique. Si vous pensez à la cathédrale de Paris du VIe siècle, sa façade est plus large que la Notre-Dame actuelle. Donc ça laisse rêveur. On ne sait pas la longueur, mais la façade est plus large. Donc vous aviez des très grands monuments. Malheureusement, ils ont eu du succès. Donc soit ils ont brûlé, soit ils ont été reconstruits, soit ils ont été démolis. Et malheureusement, le Haut Moyen-Âge ne nous laisse pas grand-chose en termes patrimonial actuellement. Si ce n'est quelque chose qui n'est pas si fréquent à l'échelle mondiale, c'est que vous pouvez aller dans n'importe quelle ville pratiquement de France aujourd'hui, vous êtes dans un site du Haut Moyen-Âge. C'est-à-dire que le Haut Moyen-Âge assurait une très belle transition entre la période romaine et la période médiévale, a maintenu les foyers de population, a maintenu le système d'organisation, et vous n'avez aucune rupture de civilisation qui s'opère au Moyen-Âge. Il n'y a pour ainsi dire aucune cité romaine qui a été abandonnée. Et donc là, vous pouvez vous dire, il n'y a rien. Et c'est bon signe, parce que quand il n'y a rien, ça veut dire que les gens ont été là pendant très longtemps. Alors sur le plan de la culture, on a d'autres choses qui ont été conservées. On a les textes. Alors les textes sont très beaux. On fait du très beau latin à l'époque mérovingienne. Alors, il est un peu spécial le latin mérovingien, mais il est quand même très, très, très beau. Les rois écrivent. On a des textes de rois mérovingiens qui nous sont conservés. On a un roi qui fait des vers. On a conservé ces vers. On a des manuscrits. Alors à partir du 7e siècle, les manuscrits sont enluminés. Donc là, c'est aussi un moment où on voit apparaître des choses. Et puis on a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que on est dans une librairie aujourd'hui. Tous les textes, pratiquement, sont écrits dans des variations du Times New Roman, et que la police de caractère que nous utilisons aujourd'hui est une pure création du 8e siècle. L'écriture occidentale, c'est une création qui se fait entre Laon, Corbie, Aix-la-Chapelle, dans le courant du 8e siècle. On essaie de trouver une écriture qui soit très lisible, qui ne consomme pas trop de support, parce que le parchemin c'est cher, alors que le papyrus c'était pas cher, on pouvait écrire gros, ça coûtait pas cher du tout le papyrus. Donc on essaie de trouver quelque chose qui soit petit, très clair, très lisible, ça marche bien, et c'est l'écriture que nous avons conservée. Donc finalement, le plus beau vestige du Haut Moyen-Âge, il est partout autour de nous, sur tous les ordinateurs, et on l'oublie, c'est la police de caractère qui a été réutilisée par les humanistes. Merci beaucoup. Je suppose que vous avez des questions.
Bonjour, je vais peut-être faire une transition justement avec cet aspect culturel. Le thème de l'épreuve médiévale des concours d'enseignement cette année délimite une ère qui s'appelle la chrétienté latine. En vous écoutant aborder le thème de la religion et puis maintenant de la langue latine, je me dis cette chrétienté latine, et la question s'adresse peut-être aussi à vous, Madame Judith de Rivière. Que décrit-elle exactement? En tout cas, la chrétienté, très bien, mais ce mot latine, que décrit-elle? Et quelles seraient ses racines dans le Haut Moyen-Âge? Est-ce que le Haut Moyen-Âge a un lien avec cette délimitation historiographique de chrétienté latine, là où on peut employer Occident latin, chrétienté occidentale, je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre quelle est la généalogie médiévale de cette construction. Alors merci beaucoup pour la question, c'est pas facile. Alors chrétienté est très difficile à définir, hein, parce que les sources du Moyen-Âge n'ont pas vraiment une pensée géographique de l'étendue de la chrétienté avant le XIe, XIIe siècle. Mais l'idée de chrétienté latine peut fonctionner quand même si vous pensez à la notion de latin. Et effectivement, c'est un vrai enjeu de savoir quelle est la langue qui est utilisée par quelle église pour diffuser la parole de Dieu. Par exemple, si vous vous placez au milieu du IXe siècle, quand on va évangéliser ce qu'on appelle la Grande Moravie, c'est-à-dire la Slovaquie et la Tchéquie actuelle. Là, il y a un débat énorme pour savoir si on va utiliser la langue grecque. Le missionnaire, ses méthodes, vous connaissez Cyril et Méthode, ils sont d'origine grecque. Est-ce qu'ils vont utiliser le grec? Ils sont mandatés par le pape. Est-ce qu'ils vont utiliser le latin? Et ils travaillent dans un espace slave. Est-ce qu'ils vont utiliser le vieux slavon? Et on a énormément de débats qui va être tranché avec l'idée qu'ils sont mandatés par le pape, donc la langue sacrée, c'est le latin, ce qui veut dire que là, vous avez une chrétienté qui est rattachée à Rome et pas à Constantinople. Et là, à mon avis, c'est ça qui est important, c'est que quand on parle d'Occident latin, c'est vraiment l'idée qu'on dépend du pape, patriarche d'Occident, et pas de l'évêque de Constantinople, patriarche d'Orient. Et en même temps, on prêche en latin, mais le pape indique tout de suite: mais on est en terre slave, et donc vous avez une dérogation pour traduire votre sermon en vieux slavon. Et c'est aussi une originalité de l'Occident, c'est qu'on a une langue sacrée, qui est le latin, et très tôt, en fait, on a des vernaculaires. Et les vernaculaires sont acceptés par l'Église, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte qu'on est dans la chrétienté latine dominée par Rome, toutes les dérogations sont possibles. Et donc, le latin, c'est la langue liturgique. Et puis, très très tôt, en fait, on se rend compte que le vieil anglo-saxon va être utilisé pour des traductions d'Augustin, d'Orose. On va voir la langue alors le vieux français qui apparaît au IXe siècle pour des textes liturgiques. Et donc c'est aussi une façon de penser l'Occident. C'est une juxtaposition de langues vernaculaires qui sont les origines de nos langues occidentales sous la domination du latin jusqu'au XVIe siècle. Et c'est aussi une façon de penser l'Occident sur la très longue durée. Tant que les Occidentaux continuent d'utiliser le latin, les Occidentaux sont vraiment unis. Les plus beaux textes de Karl Marx ont été écrits en latin. Et jusqu'au XIXe siècle, vous avez ce monde latin qui unifie la pensée occidentale. La thèse latine va exister, nous on ne l'a pas connue, mais va exister jusqu'aux années 1910-1920. C'est la Première Guerre mondiale qui détruit la thèse latine. Et donc là, je pense que la notion de monde latin a quand même du sens. Elle a tellement de sens que cette différence linguistique, au moment des croisades, elle va être très sensible que dans les contacts avec les sociétés orientales. Et donc là, vous avez un débat linguistique qui va être très présent. Bonjour. Lorsque vous avez discuté de la transition entre l'Antiquité et le premier Moyen-Âge, vous avez évoqué des aspects religieux ou économiques, et vous n'avez pas trop parlé de technique ou d'utilisation des outils. Du peu que j'en sais, il y a eu à la fin de l'Empire romain l'arrêt de l'utilisation de certaines techniques. On s'est mis à recycler, par exemple, ce qui avait été produit au cours de l'Empire romain. Donc finalement, est-ce que du point de vue des outils qui étaient utilisés, ou de l'utilisation des métaux, ou de l'extractivisme, est-ce qu'il y a finalement une transition assez nette ou pas entre l'Antiquité et le premier Moyen-Âge, et ensuite entre le premier Moyen-Âge et la suite, de ce point de vue-là? Notamment, vous avez parlé des 50 cm où on trouve que de la bouse de vache. Est-ce que ça veut dire que du coup, on ne retrouve pas d'outils métalliques dans ces zones-là? Merci.
Merci. Alors c'est une bonne question qui est difficile parce que pendant longtemps on a dit oui, fin de l'Antiquité, c'est fin de l'extraction du métal et on passe à de l'outillage de bois. Alors c'est pas vrai, en fait on s'était appuyé sur quelques sources monastiques, des règles monastiques, notamment la règle de Saint-Benoît qui dit que si un moine a perdu un outil en fer, il est soumis à une pénitence particulièrement dure. Donc on en avait déduit, il n'y a pas assez de métal. Les fouilles archéologiques montrent que le métal, il y en a en quantité suffisante. Alors c'est vrai qu'il y a certaines techniques qui ne sont pas perdues, mais qui sont beaucoup moins utilisées. Les techniques de construction en grand appareil, notamment, disparaissent. Vous avez des choses qui, inversement, vont mieux. Alors, vont mieux, ou se développent. Pensez aux moulins à eau. Alors, les moulins à eau, c'est une technologie qui est connue depuis l'époque hellénistique. Il y en a, pour ainsi dire, pas dans l'Empire romain, parce que l'esclave, ça coûte pas cher et qu'il vaut mieux mettre un esclave qui tourne une meule ou un âne qui tourne une meule plutôt que de construire un moulin à eau. Les moulins à eau, c'est une technologie qui explose en Occident pendant le 7e siècle. Et vous voyez dès le 8e siècle que la technologie du moulin à eau arrive en Irlande. Donc là, vous avez une technologie qui se développe à tel point que partout, mais même sur des tout petits cours d'eau, pensez, si vous connaissez la région parisienne, on connaît très bien la région de l'Yvette à l'époque de Charlemagne. Il y a 12 moulins à eau sur l'Yvette. Bon, l'Yvette, aujourd'hui, vous passez à peine en canoë. Donc, vous avez l'impression qu'on va utiliser d'autres technologies. Donc là, oui, ça pourrait être une façon de penser le changement. Alors là, le changement, quand est-ce qu'on le date ? On pourrait dire que c'est le 3e, 4e siècle, là encore, qui est intéressant. Vous avez quand même une baisse considérable de la population en Occident dans le courant du 3e siècle. Épidémies, guerre sans doute, mais surtout épidémies, qui vont faire baisser la population entre 20 et 40%. Et donc là, on doit vraiment rentabiliser les hommes. Et donc, c'est plus du tout intéressant de faire de l'esclavage de masse. Et là encore, sur le plan des technologies, on se rend compte que les techniques qui sont utilisées au Moyen-Âge, sur tous les plans, sont des techniques qui essaient d'économiser la force humaine. Et c'est ça, c'est l'oliganthropie. On est dans un manque d'hommes qui fait qu'on va essayer de rentabiliser au maximum ce que l'on peut avoir. Alors ça a été étudié pour les techniques, ça a été aussi étudié pour l'élevage. Donc quand on a fait les premières études sur les animaux du Haut Moyen-Âge, on a dit, regardez, les vaches du Moyen-Âge, elles ont à peu près 20 cm de moins que les vaches de l'Antiquité. On a dit, ils ne savent plus élever les vaches. Et puis, on s'est rendu compte que les chevaux, ce n'est pas la même chose. Les chevaux, ils ont presque 10 cm de plus. Donc, en fait, c'est des sélections. On a sélectionné des animaux beaucoup plus rustiques au Moyen-Âge. On n'a pas besoin de grands bœufs magnifiques comme dans l'Antiquité pour tirer des charrues sur des espaces gigantesques parce que ce n'est pas du tout rentable. On préfère de la petite vache robuste qui va vivre longtemps et qu'on pourra éventuellement faire finir sa vie en pot-au-feu plutôt que d'avoir du bœuf magnifique à montrer à ses invités, comme on le faisait dans les grandes villas de l'Antiquité, mais qui n'est pas rentable. Donc c'est aussi une façon de penser le Moyen-Âge. On rentabilise, on fait les techniques qui marchent. Et puis un point qu'on oublie souvent, c'est que quand on ne sait pas produire localement ou quand ce n'est pas rentable, on importe. On est aussi dans un monde où on va importer des choses. Le verre, on ne sait pas produire le verre, enfin on pourrait le faire mais c'est trop cher. Alors, on importe des lingots de verre et on fait de la refonte localement. Et donc on fait des sélections dans les choses qui sont rentables ou qui ne sont pas rentables. C'est une façon de s'adapter aux transformations des temps. Bien, dans cette période, vous ne nous avez pas parlé des Vikings. Quel est le rôle des Vikings dans cette société ? Alors oui, je ne suis pas arrivé jusqu'aux Vikings, mais alors les Vikings, le phénomène Viking, c'est la fin du 8e siècle, 9e, 10e, puis un peu 11e siècle. Alors les Vikings, oui, ils apparaissent. Alors c'est aussi intéressant parce qu'ils sont au nord, les mondes scandinaves n'étaient pas connectés, et vous pouvez aussi penser le début du phénomène Viking comme une connexion de l'Europe du Sud et de l'Europe du Nord qui se fait dans le courant du 7e siècle. C'est-à-dire que soudainement, il y a des échanges qui se font, des échanges économiques dans un premier temps, parce que la Méditerranée, devenant un espace de peste à la fin du VIe siècle, les grands échanges commerciaux, ces fameuses importations de matières premières qui se faisaient d'habitude par la Méditerranée, à partir du 7e siècle, les échanges se font via le circuit des fleuves russes par la Baltique. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte sur le plan archéologique que les Scandinaves, pendant tout le 7e et le début du 8e siècle, voient passer des bateaux chargés de soieries, de verre, de métaux précieux qui arrivent d'Orient le long de la Baltique, se disent dans un premier temps qu'il serait bien bête de ne pas en profiter sur le plan commercial. Et donc vous avez la construction du premier comptoir suédois sur le lac Ladoga qui est daté de 753.
Donc au milieu du 8e siècle, vous voyez des proto-vikings qui deviennent des commerçants. Et puis, à la fin du 8e siècle, vous avez des commerçants qui s'enrichissent plus que d'autres. Vous avez des rivalités internes à la société scandinave. Et donc, cette connexion, d'une certaine façon, cette mondialisation, fait que vous avez des compétitions locales et que les commerçants du milieu du 8e siècle se transforment en guerriers à la fin du 8e siècle. Donc oui, c'est intéressant. C'est un effet inattendu des connexions commerciales du monde du Nord. Alors, vous avez d'autres enjeux. Est-ce qu'il y a un traumatisme fort provoqué par les Vikings sur les sociétés occidentales? Alors là, c'est un débat historique important. Alors, ça suit l'histoire occidentale, en fait. Au XIXe siècle, on dit les Vikings, ce sont des conquérants, donc il y a conquête, donc il y a traumatisme. Dans les années 60-70, on est en train de construire l'Union européenne, on dit que ce sont de gentils commerçants qui ont pris des réserves monétaires qui étaient immobilisées sous forme inutile de reliquaires et qui les ont réinjectées dans les circuits commerciaux. Et donc, c'est très bien. Et puis, comme l'Europe est un peu désenchantée depuis 15 ans, on se redit que les Vikings ne sont pas si sympathiques que ça, qu'ils ont tout cassé, mais qu'ils ont quand même fait des choses. Pensez par exemple à Dublin. Dublin, c'est une ville viking. Il n'y avait pas de ville en Irlande, et donc vous avez une culture nouvelle. Oui, les Vikings, c'est un facteur. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance à trop parler de Vikings à cause de la culture de masse. Pensez à toutes les séries sur les Vikings qu'il y a à la télé. Pensez à tous les jeux vidéo qu'il y a sur les Vikings à la télé. Pensez à tous les malins qui se déguisent avec un casque à cornes, alors que jamais aucun Viking n'a eu de casque à cornes pendant un festival de musique. Donc oui, on parle beaucoup de Vikings. L'impact des règles Vikings est réel, mais il est aussi réel que l'impact des règles arabo-musulmans, dont personne ne parle jamais. Imaginez qu'on fasse une série télé sur l'occupation de Narbonne par les forces arabo-musulmanes dans les années 750, ça ne marchera jamais. Ou que les raids hongrois. Alors, les raids hongrois, ils sont aussi considérables. Vous avez toute l'Europe centrale qui est perturbée par les raids hongrois. Alors, si vous jouez aux jeux vidéo, vous avez Assassin's Creed Valhalla, avec des Vikings partout, ça se vend bien. Assassin's Creed Morave, avec Svatopluk, roi des Moraves, n'aura aucun succès. À tort, vraiment, parce que vous avez beaucoup de documentation qui montre que ces trois phénomènes sont à peu près équivalents. Il se trouve que l'histoire est faite plutôt par les anglo-saxons, que les anglo-saxons n'ont pas connu de raids arabo-musulmans ni moraves, et donc on fait l'histoire des Vikings à tort. On a le temps pour une question encore ? Une dernière question ? Bonjour, merci pour votre conférence tout d'abord. Je ne sais pas trop comment la poser. De l'esclave au cerf ? C'est une très bonne question. Vous avez 3 minutes. Voilà, vous avez 3 minutes. Je suis content d'être venu à Toulouse. Non, c'est extrêmement difficile. Disons que entre l'esclave et le cerf, il y a le colon. À l'époque mérovingienne, au début de l'époque mérovingienne, on voit la diffusion d'un statut de demi-libre, qu'on appelle le colon dans un premier temps et qu'on appellera le serf ensuite. Et en fait, il se trouve que toute la documentation, vous l'avez vu, est faite par l'élite. L'élite sociale, que ce soit les nobles, les clercs, c'est-à-dire à peu près le même groupe, contrôle des demi-libres. Et donc, la plupart des textes nous parlent de ces gens qui sont des hommes sous contrôle. Alors, il se trouve que comme les individus sous contrôle, les dépendants sont de plus en plus des demi-libres, on voit de mieux en mieux ces demi-libres. Et donc, dans un premier temps, ce sont les colons qu'on voit très bien à l'époque carolingienne, donc on voit les familles colonnes. Et puis, à partir du Xe siècle, ces gens-là sont appelés presque systématiquement des serfs. Et donc, on parlera de servage de masse. Alors, ça fait oublier aussi un point important, c'est que tous les textes sont produits par des grands propriétaires qui contrôlent les dépendants. Et donc, le paysan indépendant, qui est sûrement largement majoritaire, dans le premier Moyen-Âge comme dans le second Moyen-Âge, on ne le voit jamais. Et donc, le paysan normal, si vous voulez, lui, il passe complètement sous les radars. Et donc, on a tendance à penser que oui, le servage est devenu un phénomène de masse. On parle de la construction de la seigneurie. C'est bien pour les cours de première année, parce que si vous voulez, ça c'est très clair. Et en même temps, ça dissimule beaucoup de réalités qui sont des réalités de paysannerie indépendante, libre, ou avec une tutelle, mais pas une tutelle très forte de la seigneurie, que l'on peut voir dans des espaces. Là encore, on a toujours tendance à parler du bassin parisien. Et dans le bassin parisien, c'est vrai que le servage devient un servage de masse. Mais si on faisait l'histoire de la Catalogne, c'est très différent. Catalogne, vous avez une paysannerie libre très nombreuse, très importante, jusqu'au début du XIe siècle. Si vous faites l'histoire de la moyenne montagne, c'est encore une histoire différente, où là, c'est le contrôle des troupeaux qui est important. Alors, si vous voulez, c'est comme toujours avec les historiens, il ne faut pas leur poser une question, ils vous répondent que c'est compliqué. Oui,
c'est vrai qu'on va vers le servage. Et il y a un point qui est aussi important, c'est que dans des régions qui ont été très perturbées, notamment par les raids vikings, les gens veulent devenir serfs. Et c'est un point qu'on oublie souvent. C'est qu'un paysan indépendant, ce qui l'intéresse, c'est pas d'être indépendant, c'est de gagner sa croûte. S'il se rend compte qu'il est plus en sécurité dans un système seigneurial qu'en étant indépendant, vous voyez beaucoup de paysans donner leurs biens très généreusement à Saint-Rémy de Reims, Saint-Rémy qui leur rétrocède une tenure et deviennent des serfs de Saint-Rémy de Reims. Le paysan a très bien compris que Saint-Rémy de Reims allait le nourrir s'il y avait une période de famine ou une période de guerre, et donc c'est plus intéressant d'être serf que d'être indépendant. Et quand vous avez le retour de conjoncture, lendemain de l'an 1000, où ça va mieux globalement, où toutes les campagnes sont plus productives, il y a moins de menaces, il y a moins d'épisodes climatiques difficiles, vous voyez des gens qui redeviennent libres, qui rachètent leur liberté, avec une réflexion, là encore, économique. Sauf, là encore, dans des régions de moyenne montagne, où vous voyez parfois des gens réfléchir, se rendre compte que ça ne va pas trop bien dans la moyenne montagne, et que c'est plus rentable d'être serf que d'être libre. Et vous voyez des protestations au XIIe siècle, surréalistes, de gens qui refusent la liberté, et qui font des procès aux monastères qui veulent les rendre libres, en disant que non, on a été serfs depuis 4 siècles, il est hors de question de retrouver notre liberté. Parce qu'ils ont très bien réfléchi, sur le plan juridique et sur le plan alimentaire, ils s'en sortent mieux en étant serfs. Donc là encore, la mentalité médiévale, elle n'est pas irrationnelle. Elle peut l'être. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'irrationnel dans le monde médiéval. Mais elle est aussi furieusement économique. Et tout le monde réfléchit très bien que l'important, c'est d'abord d'avoir quelque chose dans son assiette, secondairement, d'aller au paradis. Et puis, ensuite, il y a autre chose qui se fait. Il y a le culturel, il y a le social. Mais une fois que vous avez rempli ces 2 exigences, vous êtes un homme du haut Moyen-Âge ou une femme du haut Moyen-Âge qui a parfaitement rempli sa mission. Très bien, merci 1000 fois pour ce dialogue. Merci beaucoup. Et donc, vous trouverez les livres de Bruno Dumézil à l'entrée si vous souhaitez une dédicace. Il est là pour vous. Et on se retrouve dans les autres rencontres. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir qui se tenait du 22 au 26 mai 2024. Réalisée et mise en onde par Radio Radio.